Le paradoxe du Nord surgit brutalement, mêlant retour massif et silence tenace. Deux chiffres s'opposent et forment une tension étrange que les habitants perçoivent dans chaque marché renaissant. Que signifie vraiment ce basculement pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui tentent sans de comprendre son impact? Tout semble avoir changé soudainement. La transformation du Nord burkinabé ne se résume pas aux chiffres qui circulent. Elle s'articule autour d'une promesse exigeante dont dépend l'équilibre de tout le pays. L'enjeu central tenu en 10 mots, essentiel et limpide. La stabilité n'a de valeur que si elle améliore la vie quotidienne. Cette règle, constamment mise à l'épreuve, sert de repère aux habitants qui observent les puits rouvrir, les écoles reprendre leurs activités et les marchés regagner une vitalité longtemps absente. Mais cette promesse comporte un risque évident. Si les progrès visibles ne se convertissent pas en dignité durable, la confiance renaissante pourrait s'éroder aussi vite qu'elle est revenue. Ce danger latent structure l'attente collective. Chaque action doit produire un effet réel, mesurable et perçu, faute de quoi la cohérence entre sécurité et prospérité se fissurerait. La méthode appliquée dans les villages, mélange d'urgence, de continuité et de suivi direct, crée une attente forte, presque exigeante, chez ceux qui vivent tous ces changements au quotidien. La première révélation tient dans deux repères simples. Plus d'1 million de déplacés ont regagné leur village et 28 bataillons ont été redéployés en moins de 18 mois. Ces deux chiffres, posés côte à côte, ferment la question laissée en suspens au début. La bascule perçue n'est pas une impression, c'est une dynamique mesurable. Autour de ces repères, le nord burkinabé dévoile une transformation progressivement lisible. Les routes autrefois désertes se remplissent de familles qui reviennent. Les troupeaux réapparaissent et les marchés improvisés prennent forme autour des puits restaurés. La peur, longtemps diffuse, se contracte lorsque les villages voient les écoles ouvrir de nouveau leurs portes, accueillant enfants et enseignants après des mois d'absence. Cette recomposition du quotidien montre comment une région frappée par l'instabilité retrouve des routines élémentaires qui structurent la vie sociale. Les puits taris se remplissent à nouveau, les points d'eau redeviennent des lieux d'échange et les étals surgissent spontanément dès que la sécurité paraît durable. Dans cette scène élargie, la présence d'Ibrahim Traoré se manifeste à travers une approche duelle. Les unités sécurisent sans s'imposer, guident sans dominer et accompagnent la reconstruction en privilégiant la continuité. Les habitants parlent de cette méthode comme d'un soutien tangible, non comme d'un retour autoritaire. Chaque puits creusé, chaque école rouverte et chaque marché relancé matérialise un principe qui circule désormais dans les villages. La souveraineté se vit. Au quotidien, elle ne se proclame pas dans les discours. La cohérence entre ces actions et leur perception constitue la clé de cette phase. Les statistiques offrent le rythme, mais c'est le terrain qui donne la texture. Familles qui rient sous les manguiers, enfants qui reprennent leurs cahiers, volontaires agricoles qui travaillaient avec les soldats pour redonner forme à l'économie de proximité. Le Nord, longtemps défini par l'incertitude, révèle ainsi une causalité claire. Action coordonnée, stabilité visible, confiance active. Dans les villages du Nord, le rôle des habitants devient rapidement central. Ce sont eux qui donnent chair aux premiers effets visibles de la transformation. Le retour des familles crée une énergie discrète mais déterminante, car chaque foyer réinstallé réactive une partie du tissu social laissé en sommeil. Les brigades mixtes, soldats et volontaires agricoles accompagnent cette reprise sans l'imposer, laissant les villages retrouver leur propre rythme. À Tamasco, un ancien bastion déserté, les familles réapprennent à occuper l'espace. Les enfants courent entre les cases, les étals se remplissent de graines et de bétail, et les enseignants reprennent leurs classes dans des bâtiments réparés à la hâte. Cette animation nouvelle ne vient pas d'une directive imposée, mais de la simple possibilité, enfin retrouvée, de vivre normalement. Dans un autre village, une brigade mixte creuse un puits en quelques jours. L'eau qui jaillit ne change pas seulement le paysage,
Elle relance le marché local, stabilise les activités agricoles et attire les familles des hameaux voisins. Autour du point d'eau, les discussions renaissent, les échanges commerciaux s'intensifient et la confiance s'installe presque naturellement. À travers ces microdynamiques se dessine une logique commune. La reconstruction n'est pas seulement une addition d'infrastructures, mais un réapprentissage collectif du quotidien. Les habitants ne reçoivent pas une solution clé en main. Ils participent, ajustent, testent et recréent leur propre cadre de vie. Cette implication directe transforme chaque geste en signal durable, renforçant la cohésion et accélérant la stabilisation. Avant, le Nord avançait dans un silence lourd, coupé par la peur et l'absence de perspective. Après, en quelques mois, une succession d'actions rapides a bouleversé l'ordre établi et redessiné la vie quotidienne. Ce basculement forme la trame d'un enchaînement précis, segmenté en 3 temps qui structurent la reprise. Activation, apogée, répercussion. Tout commence par un déploiement décidé. Sous la stratégie dite de la double couche, 28 bataillons se repositionnent dans les zones rouges. Ils rouvrent les routes, dégagent les couloirs humanitaires, sécurisent les liaisons essentielles. Chaque mouvement est rapide, avancé, nettoyé, stabilisé. À Tamasco, un ancien foyer de tension, la reprise est immédiate. Les soldats s'emparent des points stratégiques, consolident les accès, rétablissent l'électricité, réparent les installations abandonnées. Les familles sortent prudemment, observent, puis recommencent à circuler. Les troupeaux réapparaissent. Les premiers étals s'installent autour des murs restaurés. Ici, l'approche d'Ibrahim Traoré se lie dans la précision des gestes. Aucune victoire n'est laissée inachevée, aucune zone sécurisée n'est abandonnée sans transition. Chaque gain tactique devient une base pour la suite. La montée en puissance survient quand l'action militaire rencontre la reconstruction civile. Les brigades mixtes, soldats et volontaires agricoles prennent le relais. Ils bâtissent des écoles, creusent des puits, organisent les points de distribution, réparent les circuits d'approvisionnement. Rythme rapide, décision courte, exécution directe. Dans les villages, cette combinaison produit un effet domino. L'eau attire la population relance les marchés stabilisent les revenus encouragent les familles à se fixer de nouveau. Les enfants retournent en classe, les enseignants reviennent, les cultivateurs reprennent leurs champs. Partout, les traces d'abandon s'effacent sous l'arrivée continue d'activité. Les habitants ne parlent plus seulement de sécurité, mais de possibilités. Cette convergence militaire et civile, impulsée par les directives strictes d'Ibrahim Traoré, crée un couloir d'action où chaque intervention soutient la suivante. Aucune rupture, aucune pause prolongée, un flux continu. La 3e phase s'étend progressivement au reste du Sahel intérieur. Les déplacés reviennent massivement, plus d'1 million en 18 mois. Les marchés improvisés autour des puits restaurés prennent forme durablement. Les champs se remplissent, les récoltes reprennent. À Tamasco, la production de riz dépasse de 30% le niveau d'avant-crise en moins de 6 mois. Dans les villages alentours, les coopératives se multiplient, créant une économie locale plus stable. La peur recule, la confiance avance, les habitants participent activement à la reconstruction. Ils prennent des initiatives, organisent des points de rencontre, séparent les tâches entre familles, renforcent la cohésion. Les unités laissent derrière elles non seulement de la sécurité, mais des infrastructures vivantes, puits, marchés, champs opérationnels. Le cycle se referme sur une logique claire. Sécuriser, reconstruire, transmettre. À ce stade, la méthode inspirée par Ibrahim Traoré montre sa force. Transformer chaque action immédiate en ancrage pour la stabilité future. La dynamique enclenchée dans le Nord ne repose pas seulement sur des impressions ou des récits locaux. Elle se mesure à travers 3 indicateurs majeurs qui éclairent le passage du avant au après. Ce glissement, lisible en chiffres et en trajectoires concrètes,
donnent une ossature objective à la stratégie qui guide la reconstruction. Les données confirment ce que les habitants perçoivent déjà sur le terrain. Une progression structurée, cohérente et surtout durable. Avant, les villages se vidaient, les familles se dispersaient et la peur imposait une mobilité forcée. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes ont regagné leur foyer en moins de 18 mois. Cette bascule ne reflète pas seulement une victoire militaire, mais une reconquête de la normalité, où les habitants retrouvent leurs terres, leurs routines et leurs liens sociaux. L'effet delta est clair, moins d'errance, plus de stabilité, moins d'incertitude, plus de projection. La présence d'Ibrahim Traoré dans les zones restructurées renforce ce mouvement, car chaque retour confirmé consolide la confiance locale. Avant, certaines zones étaient laissées sans protection durable, créant des poches d'instabilité persistante. Désormais, 28 bataillons opèrent dans les espaces qualifiés de rouges. Ce redéploiement donne un cadre stable aux routes rouvertes, aux corridors humanitaires restaurés et aux villages réoccupés. Le delta se voit dans la durée. Les habitants circulent, commercent, cultivent, enseignent et reconstruisent sans craindre un retour brutal de l'insécurité. L'action coordonnée menée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré montre ici son articulation. Sécuriser d'abord, maintenir ensuite, puis transférer progressivement aux communautés. Avant, les infrastructures rurales manquaient d'entretien et les filières agricoles restaient fragiles. Aujourd'hui, plus de 592 milliards de FCFA ont été consacrés à moderniser 8 filières et à renforcer les infrastructures. Le delta devient concret. La production de riz progresse de 11%, les importations alimentaires chutent d'1/4 et les coopératives doublent dans plusieurs provinces. Chaque montant alloué suit un objectif mesurable, vérifié sur le terrain, ce qui renforce la transparence et stabilise les attentes. Là encore, l'implication directe d'Ibrahim Traoré crée un pont entre les ressources engagées et les résultats visibles, permettant aux habitants de constater un effet immédiat sur leur quotidien. À travers ces 3 mesures, la courbe est lisible. Moins de déplacements, plus de retours, moins de zones grises, plus de présence, moins de dépendance, plus d'autonomie. Le passage baseline-delta ferme la question laissée ouverte en P5. L'élan observé n'est pas un simple moment, mais une trajectoire consolidée. 2 visions s'affrontent lorsqu'on observe l'évolution du Burkina Faso au cours des derniers mois. La première, souvent portée par certains observateurs internationaux, s'inquiète de la centralisation du pouvoir, de l'accent mis sur l'autonomie économique et du risque d'isolement régional. Elle considère que la souveraineté alimentaire ou énergétique pourrait réduire les échanges, affaiblir les coopérations financières et ralentir l'intégration dans les circuits commerciaux habituels. Dans cette perspective, les décisions prises au nom de l'urgence sécuritaire seraient susceptibles d'éroder progressivement certaines libertés politiques ou de renforcer une forme de retrait national. Cette lecture voit dans les succès rapides une dynamique fragile, susceptible de se retourner si les équilibres régionaux venaient à se tendre. La seconde vision, ancrée dans le vécu des habitants, produit un contre-argument difficile à ignorer. Dans les villages où les puits chauds coulent à nouveau, où les marchés reprennent vie et où les écoles rouvertes accueillent les enfants, la notion de souveraineté n'est pas idéologique, elle est pratique. Les coopératives doublent, la production de riz augmente. Les importations alimentaires diminuent d'1/4 et plus d'1 million de déplacés regagnent leur foyer. Pour ceux qui cultivent, enseignent, commercent ou reconstruisent, l'autonomie n'est pas un repli mais une condition de survie. Produire, nourrir, maintenir, réparer. Un agriculteur d'Abé résume ce point avec justesse. Nourrir ses enfants avec sa propre récolte n'est pas un geste politique abstrait, c'est un acte de dignité. Le Stillman exige de prendre au sérieux les inquiétudes. Et Site International
tout en reconnaissant la solidité des faits locaux. Les critiques soulèvent des risques réels. L'isolement existe s'il n'y a pas de relais régionaux. La concentration du pouvoir peut mener à des tensions institutionnelles. Mais la réalité observable montre également que les infrastructures se multiplient, que les services publics redémarrent, que les corridors humanitaires fonctionnent et que la sécurité se stabilise. La question n'est donc pas de choisir entre ces deux récits, mais de comprendre comment les effets tangibles, eau, école, marché, coopérative, répondent déjà à une partie des inquiétudes. Les habitants mesurent la réussite en fonction de leur quotidien et non de la perception extérieure. Ce croisement des deux argumentaires dessine une conclusion. Les réserves internationales identifient des risques théoriques. Les données locales révèlent des gains concrets, qui, pour l'instant, résistent à l'épreuve du terrain. La bascule devient visible. Elle s'exprime d'abord dans la manière dont les habitants ne se tentent plus de bénéficier des actions menées au nord. Ils y participent activement. Ce changement d'attitude marque le véritable midpoint de la dynamique, celui où la sécurité cesse d'être un objectif en soi pour devenir un levier structurant du quotidien. Dans plusieurs villages, les brigades mixtes, soldats et volontaires agricoles ne sont plus perçus comme de simples équipes d'intervention, mais comme des partenaires qui accompagnent les familles dans la réorganisation de leurs activités. Les marchés renaissent autour des puits restaurés, et les écoles rouvertes servent de nœuds communautaires où se croisent parents, enseignants et jeunes mobilisés. Dans cette phase charnière, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus opérationnelle que symbolique. Chaque déplacement sur le terrain réoriente l'énergie des équipes locales. Il observe, corrige, ajuste, puis laisse les communautés appliquer les décisions. Cette manière de transférer progressivement la responsabilité transforme la logique d'origine, protection, guidance, appropriation. À mesure que les villages s'approprient les infrastructures remises en service, la peur se dissipe, remplacée par une confiance active et mesurable. Le midpoint révèle ainsi une dynamique devenue autonome, où les acquis militaires sont convertis en gains sociaux. Les habitants ne reviennent plus seulement pour habiter, ils reviennent pour reconstruire, cultiver et maintenir ce qu'ils ont repris. Les changements amorcés dans la phase précédente prennent toute leur dimension lorsqu'on observe leurs effets sur différents groupes impliqués dans le fonctionnement quotidien d'un environnement en transition. Chaque catégorie ressent les transformations à son échelle, parfois de manière visible, parfois de manière plus discrète, mais toujours selon une dynamique qui relie l'activité individuelle au mouvement collectif. L'impact ne se mesure donc pas uniquement à travers des indicateurs abstraits. Il se perçoit dans l'ajustement progressif des comportements, des attentes et des interactions. 1. Les équipes opératoires. Pour celles et ceux qui assurent la continuité fonctionnelle, les améliorations se traduisent par une organisation plus fluide. Les interruptions se raréfient, les tâches critiques gagnent en prévisibilité, et les échanges internes deviennent plus structurés. Cette stabilité renforce la capacité à anticiper et à répartir les efforts, ce qui permet d'éviter les surcharges soudaines qui autrefois créaient des tensions récurrentes. À mesure que les processus se raffermissent, les équipes recouvrent une marge de manœuvre qu'elles avaient perdue lors des périodes plus instables. 2. Les acteurs de terrain. Ce deuxième groupe ressent les effets du changement dans le rythme de ses activités quotidiennes. Les cycles d'action deviennent plus réguliers, les imprévus moins fréquents, et la prise de décision gagne en cohérence. Les interactions directes, souvent essentielles pour maintenir la continuité, sont facilitées par un cadre plus lisible. Grâce à cette nouvelle stabilité, ces acteurs peuvent concentrer davantage d'énergie sur la qualité de leurs interventions, plutôt que sur la gestion des perturbations. 3. Les espaces collaboratifs et les réseaux locaux. Les structures d'échange et de coopération,
qu'il s'agisse de groupes formels ou informels, bénéficient, elles aussi, de la dynamique en cours. Les réunions retrouvent un rythme régulier, les projets collectifs avancent sans à-coups, et les initiatives émergent plus facilement. Ce climat favorise la mutualisation des savoirs et crée des possibilités de coordination qui étaient difficilement envisageables lorsque les conditions étaient plus volatiles. À travers ces interactions renforcées, les réseaux locaux deviennent un levier essentiel de stabilité. 4. Les utilisateurs finaux, communautés concernées. Pour ce dernier groupe, les effets se sont perceptibles dans les aspects les plus concrets de la vie quotidienne. L'accès, facilité à des services, la réduction des délais, la fiabilité accrue des activités courantes. Ces améliorations, même lorsqu'elles semblent modestes, modifient la perception de l'environnement général. La confiance progresse à mesure que les routines se réinstallent, et les personnes concernées recommencent à se projeter dans des perspectives plus longues, signe que le sentiment d'incertitude recule. Pris ensemble, ces 4 blocs d'effets montrent que la dynamique en cours ne se limite pas à une progression linéaire. Elle touche simultanément l'organisation, l'action, la coopération et l'expérience vécue. Ce croisement des impacts constitue l'un des signes les plus fiables d'une transformation durable. Les tendances actuellement observables permettent de dégager 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne cherchent pas à annoncer l'avenir, mais à offrir une structure utile pour comprendre les marges de variation, les zones d'incertitude et les points de stabilité du système étudié. En rassemblant ces 3 angles, on obtient un cadre de réflexion où chaque évolution peut être replacée dans un continuum logique plutôt que dans un ensemble de surprises isolées. Dans cette configuration, les progrès continuent à un rythme constant. Les processus établis restent opérationnels, les ajustements locaux se poursuivent sans heurts majeurs et les résultats attendus se matérialisent graduellement. La dynamique reste prévisible. Certaines limites persistent, mais elles n'entravent pas le fonctionnement général. Ce scénario privilégie le maintien, la consolidation et l'affinement des mécanismes existants. Ici, plusieurs facteurs s'alignent favorablement. Les collaborations deviennent plus fluides, la réactivité s'améliore et certains leviers, jusque-là difficiles à activer, commencent à produire des effets visibles. Les innovations trouvent des conditions favorables pour être testées et adoptées. La progression dépasse légèrement les attentes, créant un climat propice à une accélération ponctuelle dans certaines zones clés. Dans une orientation moins favorable, des perturbations extérieures ou internes ralentissent les avancées. La coordination devient plus complexe, certains flux se heurtent à des obstacles imprévus, et la continuité est mise à l'épreuve. Les résultats ne s'annulent pas, mais leur rythme se fragilise. Malgré ces tensions, les structures essentielles maintiennent un niveau minimal de fonctionnalité. Ces 3 projections ne cherchent pas à décider ce qui arrivera, mais à délimiter un espace réaliste dans lequel les évolutions futures pourront être analysées avec recul et cohérence. Au-delà des indicateurs et des trajectoires théoriques, les transformations se mesurent toujours à travers l'expérience directe des personnes concernées. Les changements perceptibles prennent forme dans le quotidien, les routines deviennent plus fluides, les interactions s'organisent différemment, et le sentiment de stabilité réapparaît dans de petites manifestations souvent ignorées, mais essentielles. Le premier groupe sensible à ces évolutions est celui des individus en quête de clarté. Pour eux, l'existence de repères lisibles, d'étapes compréhensibles et d'objectifs concrets représente une source d'apaisement et de confiance. La transparence structurelle est leur principal point d'ancrage. Un second groupe perçoit surtout la valeur de la prévisibilité. Lorsque les interruptions diminuent, ils peuvent se consacrer davantage à des activités créatives ou ambitieuses. Ils interprètent la régularité comme une ouverture, un espace libéré où il devient possible de tenter, d'expérimenter ou d'élargir leurs compétences. Enfin, un troisième groupe réagit fortement aux dimensions sociales, l'émergence de nouveaux espaces d'échange, la reprise d'initiatives collectives
ou la reconstitution de réseaux informels. Pour eux, chaque avancée améliore la qualité des liens, ressoude les interactions et renforce la cohésion. S'il fallait adresser un conseil au lecteur, ce serait d'observer attentivement les micro-signaux de changement autour de soi. Les transformations discrètes sont souvent les prémices des transitions plus profondes. Assurer la continuité dans les mois à venir nécessite une feuille de route composée d'étapes simples, mesurables et adaptables. L'objectif n'est pas d'alourdir la planification, mais de fournir un cadre suffisamment clair pour orienter les efforts, répartir les responsabilités et vérifier l'efficacité des actions engagées. Les équipes impliquées établissent une liste de priorités fondée sur des observations tangibles et des retours directs. Chaque groupe reçoit une mission précise, évitant la surcharge d'un côté et le sous-emploi de l'autre. Selon le domaine, ce cycle peut être mensuel ou trimestriel afin de rester en phase avec le rythme de changement. Les mesures sélectionnées doivent refléter fidèlement l'évolution sans être influencées par des variables externes difficiles à maîtriser. Les résultats obtenus lors de chaque cycle sont comparés aux objectifs initiaux pour ajuster la trajectoire, corriger les déviations et optimiser les ressources. Cette feuille de route vise à rendre chaque action traçable, chaque responsabilité claire et chaque progrès vérifiable, créant ainsi une dynamique durable et cohérente. Lorsque l'on observe l'ensemble du parcours présenté, ce ne sont pas seulement les données ou les mécanismes qui ressortent, mais les traces plus subtiles laissées par les gestes répétés. Il suffit parfois d'un lieu familier, un espace de rencontre, un atelier, une salle commune, pour comprendre ce qui a réellement changé, la manière dont les personnes réinvestissent leur routine, recréent leurs repères et réaniment les liens qui semblaient s'être distendus. La cohésion ne naît pas d'un instant spectaculaire, mais d'une succession régulière de petites actions menées avec constance. Chacun y contribue à sa manière, en partageant un savoir, en soutenant une activité ou en participant simplement à la vie collective. Peu à peu, ces gestes construisent une base émotionnelle stable où chacun retrouve sa place. Arrivé au terme de cette exploration, il ne s'agit pas d'imposer une direction, ni de dicter une marche à suivre. L'essentiel se trouve dans la manière dont chacun choisit d'accompagner les transformations qui se dessinent autour de lui. Les changements durables commencent rarement par de grandes déclarations. Ils naissent plutôt de gestes modestes, répétés et sincères. Partager une expérience, proposer une idée, soutenir une initiative locale ou simplement encourager un effort collectif sont autant de manières d'alimenter cette dynamique. Plus les contributions sont variées, plus l'évolution devient robuste et inclusive. Au fond, la question qui reste ouverte est simple. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans ce mouvement en cours ? Et si chaque petite action avait déjà plus de portée que vous ne l'imaginez ?